Tu peux pas demander à un collaborateur d'être performant si tu lui as pas dit ce qu'il doit faire. On peut pas dire, voilà, je veux un collaborateur qui va m'aider à faire ça, mais je veux qu'il le fasse comme ça, si c'est pas sa manière de faire. Il faut aussi être à l'écoute de ce que lui peut te proposer parce qu'il est aussi compétent dans son domaine, il est expert dans son domaine, c'est pour ça que tu l'as choisi. Quand on veut vraiment faire croître son activité, son entreprise, il y a une notion qui est importante, c'est de définir les objectifs qui nous correspondent et qui correspondent à la croissance de l'entreprise qu'on veut finalement. Il faut un moment se dire, ok, ma ligne directrice, elle est là, ce sur quoi je me concentre, c'est comment j'étaye ce que j'ai déjà, plutôt que de chercher à agrémenter avec de nouvelles choses, non. Quand tes clients veulent plus ta réussite que toi-même, veulent te pousser à réussir, eh bien c'est là que tu as gagné. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec Lindsay. Un plaisir de t'accueillir à nouveau avec moi. Plaisir partagé. Yes. Aujourd'hui, on va continuer sur l'axe qu'on a déjà fait sur quelques épisodes précédents. On va continuer à reprendre les questions que vous nous avez posées et pouvoir y répondre. Alors toujours avec notre fameux ping-pong, avec nos retours qui sont parfois dans un sens ou dans l'autre, ou des fois on n'est pas du tout d'accord d'ailleurs, mais au moins vous donner des perceptions différentes vis-à-vis de vos situations et répondre à ça pour le mieux. Donc, dernière fois, on avait terminé sur la question de Hugo. Hugo qui posait des questions par rapport à l'investissement, la gestion du risque, etc. Qu'on avait donné beaucoup de valeur là-dessus. Et là, je vais reprendre la suite des questions. Et aujourd'hui, c'est la question de Eric. Eric, sa première question, c'est comment bien choisir et maximiser les performances de ses collaborateurs. Vrai sujet. C'est très compliqué. Alors moi, je vais donner un retour d'expérience, Eric, si tu veux. Là, aujourd'hui, on est dans une phase, nous aussi, au studio justement de recrutement. Et il y a toujours deux axes à ça. Premier axe, c'est, je dirais, nous, à titre personnel, finalement, il faut qu'on mette de la clarté sur les gens qu'on veut. Et je sais que la question se pose souvent de savoir, ok, oui, moi, je veux le meilleur profil pour ci, pour ça. Mais en fait... plus on est clair sur réellement ce qu'on veut vis-à-vis du profil avec lequel on va travailler, et bien plus on aura capacité à trouver cette personne-là. En tout cas, ça c'est, je dirais, un premier axe de ma réponse. Et deuxième élément, c'est savoir, je dirais, analyser évidemment les profils qui sont en face de nous, ou les CV, ou on va dire dans ces différentes phases, et déceler les intentions. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas te retrouver dans une phase où tu vas choisir un profil qui correspond. Puisque là, tu disais justement comment maximiser les performances. En fait, ça commence là. C'est pas une fois qu'il est là, c'est aussi en amont. Et donc, une fois qu'on a pu sélectionner, je dirais, un profil qui semble correspondre, eh bien, dans l'opérationnel, on voit. Et c'est à ça que servent les périodes d'essai, finalement. Vérifier qu'un profil est pertinent, vérifier qu'un profil correspond à ce qu'on peut attendre. Et après, on tire le maximum. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ? Oui. Je t'en prie. En fait, je pense que c'est important aussi, peu importe la collaboration qu'on entreprend, de tout de suite poser des bases d'échange. Parce que deux personnes peuvent être très bonnes dans leur domaine. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas un moment où, justement, on lie les deux, en fait, ça va pas justement pouvoir avoir cet impact. Je ne sais plus le mot qui a été employé exactement dans la question. Dans la question. Choisir et maximiser les performances. C'est ça. En fait, pour vraiment pouvoir maximiser les compétences de chacun, il y a un moment où il faut pouvoir aussi poser carte sur table et justement dire moi je vais amener ça, comme ça toi tu pourras t'en servir de telle manière. En faisant ça, toi ça pourra te servir à ça et pouvoir créer un lien entre les compétences de chacun parce que sinon au final ça reste un travail individuel. Mais on n'aura jamais l'impact du collectif. Et je pense que pour maximiser vraiment les compétences des différents acteurs d'une société, c'est important de pouvoir tisser un lien entre tout ce qui peut être fait et vraiment avoir ce travail d'équipe. Ouais, et ça, je rebondis parce que c'est vrai que la notion de réunion en premier lieu, parce que c'est quand même le moment où tu es censé dire les choses en réunion, ou communiquer et apporter l'information et comprendre les problématiques, etc. Mais surtout avoir du lien, et ça, je suis totalement d'accord, ce lien qui peut se faire via justement du travail d'équipe à un moment T, ou alors même leur donner, leur imposer finalement un cadre de travail d'équipe pour que en fait, chacun se tire vers le haut et que chacun comprenne les problématiques des uns et des autres et qu'ils puissent s'entraider finalement. Alors chacun avec peut-être des compétences et des domaines d'action différents, mais avec une réflexion commune. Ouais. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir un
un canal, peu importe si c'est un WhatsApp, si c'est un Discord ou autre, mais qui soit uniquement professionnel. Parce que je sais que ça ça parasite. Quand on a une discussion en individuel avec quelqu'un, et qu'au milieu, il y a du pro qui vient s'y mettre, et quand on veut retourner sur le pro, il y a eu 10 000 messages perso entre deux, ou ça peut être un vrai frein aussi à la collaboration professionnelle. Peu importe les liens que vous avez avec la personne dans le cadre extérieur au travail, que vous soyez amis ou pas spécialement, mais il faut une discussion qui ne soit que professionnelle. Il faut un canal qui soit réservé aux pros et un canal perso à côté sans problème. Mais parce que comme ça permet vraiment déjà de faire la part des choses. Même si vous êtes au milieu d'une conversation perso à côté sur quelque chose qui n'a rien à voir, à un moment pouvoir renvoyer un message sur le canal professionnel en disant je le mets là, point à traiter, donc dans l'immédiat ou pas selon l'urgence et selon le timing. Mais je le mets là parce que ça c'est en lien avec le pro et il va falloir qu'on revienne dessus. C'est hyper important de pouvoir séparer vraiment les deux pour pouvoir faire la part des choses quand on travaille à plusieurs. Ouais, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué aussi sur les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a toujours un canal, on va dire, principal de communication. Voilà, alors avec les actions à faire, on va dire quand il y a vraiment un besoin, quelqu'un sollicite un autre, etc. Et j'essaie souvent de dissocier le canal de discussion. Alors là, je vais prendre plus l'outil que moi j'utilise, c'est Discord. J'essaie toujours d'avoir ce canal de discussion où il peut y avoir des sujets un peu plus larges qui sont abordés, mais qui ne sont pas à prioriser, qui ne sont pas nécessairement des tâches, etc. Et un canal, par contre, je dirais plus opérationnel, où là, justement, on met ces actions-là. Et ça, je pense que dans, on va dire, le cadre, la culture d'entreprise pour un collaborateur, ça lui permet aussi de savoir qu'il y a une zone, entre guillemets, de plus détente, on peut se permettre plus de choses, et une zone où, par contre, ça doit être très, entre guillemets, psychorigide, mais très carré, très précis, pour apporter la réponse pour le coup. Clairement. Donc ouais, non, là, je pense qu'on a déjà des éléments intéressants. Et juste une précision, l'avantage de Discord, c'est que sur un même canal, vous pouvez faire plusieurs salons. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si vous avez des personnes qui sont sur un sujet particulier, qui ne sont pas forcément concernées par d'autres tâches, etc., ça permet aussi de créer, entre guillemets, des sous-canaux qui sont directement liés au travail de la personne et où la personne peut retrouver facilement ce qu'il lui faut. Et c'est hyper pratique, je trouve. Ouais, et je rebondis sur ça parce que quand on parle d'une grosse entreprise, là, c'est manager dans chaque domaine. Donc, dans chaque domaine, pôle marketing, pôle sales, pôle, je sais pas, communication, pôle juridique, pôle comptable. Bon. Donc, une grosse entreprise est en capacité d'avoir déjà des managers qui vont être, entre guillemets, la source, on va dire, de récolte des informations, etc. Et souvent, ils ont on va dire, un canal vraiment dédié à ce pôle-là. Mais quand on est sur une plus petite entreprise, ou quand on démarre, ou en tout cas qu'on n'a que quelques personnes dans l'équipe, quelques collaborateurs, c'est beaucoup plus dur de pouvoir faire ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, on se veut être manager de tout. Donc, en fait, le fait de créer ces petits salons, c'est comme si c'était les pôles qui étaient isolés, comme tu l'as dit. Et en fait, le fait d'isoler ces pôles, en fait, tu te retrouves avec une communication dans un domaine bien précis qui est clair. Et accessoirement, tu le rends accessible ou non aux autres personnes, mais si c'est accessible, comme ça, ils ont une idée de ce qui se passe et de comment ça avance. Et ça leur donne en plus une autonomie, puisqu'ils peuvent directement aller sur ce salon-là pour trouver les informations qu'il leur faut. Ça peut être, par exemple, le mail pour se connecter à telle plateforme, et au moins, ils sont autonomes derrière et ils savent où ils peuvent retrouver les informations. Et ça, c'est un gain de temps et ça, c'est vraiment hyper utile pour maximiser les performances de chacun. Je t'ai converti à Discord. C'est vrai que c'est un outil que moi, j'utilise beaucoup et ouais, non, je regrette pas. Je regrette pas parce que... D'ailleurs, tu me feras le plaisir d'utiliser notre Discord Pro, puisque je nous ai fait un canal professionnel. Oui, il est vrai. Et que tu continues de m'envoyer tout en perso. Et que du coup, on se retrouve avec des trucs... voilà. Ça, c'était une remise en direction. Non, et puis, point important, du coup, aussi, c'est que l'avantage de Discord, c'est qu'on peut épingler sur certains messages et du coup, pour les retrouver, ça c'est facile aussi. Facilement. Exactement. Donc, non, pour revenir à ta question, Eric, comment bien choisir et maximiser les performances de ses collaborateurs? Voilà, après, il y a énormément de détails. La communication, c'est le premier. Le fait de mettre des objectifs clairs aussi. Tu peux pas demander à un collaborateur d'être performant si tu lui as pas dit ce qu'il doit faire. En tout cas, quel est l'objectif à atteindre et lui donner les moyens pour. Ça, souvent, c'est la problématique, c'est on donne un taf à quelqu'un, on met un poste, et en fait, c'est démerde-toi. Mais plus tu lui donnes un cadre, donc je parlais de la communication, mais
la communication passe aussi par la transmission d'objectifs. Plus on lui donne un cadre d'objectifs, d'actions, on va dire de panel d'actions aussi, avec un ensemble d'actions qu'il peut réaliser pour atteindre cet objectif, et bien plus lui aura derrière autonomie, mais autonomie de résultat, parce qu'il va viser cet objectif-là. Et donc après, le tout, c'est aussi pour maximiser ces performances-là. Donc on a parlé d'objectifs, maintenant on va parler de quantification, donc entre guillemets Key Performance Indicators, donc des indicateurs clés de performance qui vont nous permettre donc de mesurer, ok, à tel endroit, l'objectif est de temps, et donc on estime que pour arriver à tant d'objectifs, il faut tel élément qui est performant à telle hauteur, telle hauteur, telle hauteur. Et bien là, on peut les mesurer et savoir, ok, là, il y a un manquement dans cet élément-là, on manque de performance ici. Donc, ok, on va travailler sur ça ou sur ça. Donc en fait, le fait de chiffrer, de suivre les datas, va permettre évidemment de pouvoir mieux rediriger, recadrer la personne dans la bonne direction et donc lui permettre de maximiser sa performance finalement. J'ai quelque chose à ajouter. Je t'en prie. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi quand la question c'était comment choisir ses collaborateurs. Donc généralement on choisit ses collaborateurs par rapport à un domaine dans lequel on n'est pas en compétence. Et donc ça implique aussi de faire confiance aux collaborateurs avec qui on va travailler sur la manière dont il va amener les choses. Avoir un objectif, c'est très bien. Par contre, il faut être ouvert au cheminement du collaborateur en question. On ne peut pas dire, voilà, je veux un collaborateur qui va m'aider à faire ça, mais je veux qu'il le fasse comme ça, si ce n'est pas sa manière de faire. Il faut aussi être à l'écoute de ce que lui peut te proposer parce qu'il est aussi compétent dans son domaine, il est expert dans son domaine, c'est pour ça que tu l'as choisi. Et il ne faut pas non plus des fois se fermer en disant « oui, mais c'est pas fait comme je veux », alors que si au final, l'objectif final, il est atteint peut-être d'une manière différente, mais tout aussi bonne, voire meilleure, parce que c'est ce qu'on attend d'un collaborateur, il ne faut pas non plus se fermer à ça. Et il faut rester en position d'accueil aussi et accepter aussi l'expertise de nos collaborateurs. Et c'est des fois ce qui peut bloquer un petit peu certaines personnes en se disant « non, mais je veux que ce soit fait comme ça, mais pourquoi ?» Pas parce que je pense que c'est mieux, alors qu'on n'est pas en expertise sur le domaine. Ouais, et puis ça peut brider la personne en face. Exactement. Et par contre, c'est vrai que ça va dépendre aussi de, je dirais, l'étape de l'entreprise. Parce qu'il y a des personnes qu'on va recruter pour qu'ils apportent cette valeur-là et justement qu'ils soient dans le scénario que tu as donné. Et il y a d'autres personnes qu'on va recruter parce qu'ils ont aussi les compétences, mais compétences qui vont très bien rentrer dans le process qui est déjà établi. Donc en fait, il y a les deux sujets. Oui, ça dépend où on en est exactement. Une entreprise qui est beaucoup plus développée, qui a des SOP, donc on va dire des process vraiment écrits, rédigés, on va dire step by step. Bah là, on demande évidemment à la personne de faire step by step parce que ça a été éprouvé pour en arriver là avec de la performance qui sera induite naturellement parce que le process est en place. Après, ça dépend. Parce qu'une entreprise, au bout d'un certain temps, qui a aussi envie peut-être de s'ouvrir de nouvelles voies, d'avoir d'autres pistes de créativité, d'autres perspectives, ça peut aussi être intéressant de faire appel à un nouveau collaborateur qui aura aussi une démarche différente parce que ça peut être aussi une plus-value pour la société. Oui, tout dépend de l'étape. En fait, si tu n'es pas dans une étape de scaling, mais tu es dans une étape de mise en place de l'offre, de délivrabilité, de structuration de ça, bah évidemment, ce sera ce que tu dis. Mais il faut être clair sur nos attentes, sur ce qu'on attend de nos collaborateurs et de la manière dont on veut que ça se mette en place. Je pense que c'est important que ce soit clair pour soi, pour que ça puisse l'être avec les personnes avec qui on travaille. Exactement. Plus c'est clair, mieux c'est. Et ça, ce sera toujours le cas, la communication avant tout. Je reprends la question et si au passage j'ai une réponse qui me revient, j'y vais. Sinon, ce sera la suite de la question. Donc, comment bien choisir et maximiser donc, les performances de ses collaborateurs ? Je pense qu'on a globalement fait le tour de ce qui était, on va dire, prépondérant sur le sujet. Et après, tu as rajouté Eric, mais également comment continuer de fidéliser ses clients. Alors, on va aller sur cette première partie. Et après, il y a une suite à ça, mais on va d'abord aller parler de la fidélisation client. Est-ce qu'on a le domaine dans lequel travaille Pas du tout. Ok. Et du coup, c'est très vaste parce que ça dépend en fait si c'est quelque chose, par exemple, si c'est un business en ligne, il y a tout un système. C'est physique de mémoire. C'est physique ? Ouais. Donc, une boutique, par exemple ? Prenons l'exemple, en tout cas, d'une société qui vend, que ce soit B2C ou B2B, mais qui vend à quelqu'un physiquement, en tout cas. Ok. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche bien. C'est tout ce qui va être acquisition d'adresses mail pour derrière mettre en place des newsletters ou des offres promotionnelles ou des choses qui vont amener le client à revenir et à penser à vous s'il se retrouve dans un sujet qui est dans votre domaine. Donc ça peut être mis en place. Après, s'il y a
un local physique aussi ou une structure, en tout cas pour accueillir du client, ça peut être intéressant selon le domaine, encore une fois, mais ça peut s'adapter. De proposer aussi des événements, ça peut être par exemple, alors si c'est quelque chose, je pense à des showrooms, à des choses comme ça qui peuvent se mettre en place, ou à faire venir par exemple des personnes qui ont une visibilité en ligne, qui peuvent correspondre par exemple à une tranche d'âge ciblée, des choses comme ça, les faire venir par exemple pour faire une vidéo qui sera après sur YouTube où la personne peut découvrir votre produit, ce que vous proposez. Il y a des choses comme ça à mettre en place aujourd'hui qui sont plus axées sur la technologie, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans je pense dans ce développement-là. Après, c'est vrai que c'est vaste parce que comme j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Non, après, on va rester dans ce côté un peu plus physique de fidélisation. À la limite, on peut même rebondir directement sur la fidélisation du physique vers le digital parce que les deux sont connectés maintenant. Premier élément que moi je rebondirais, tu as parlé d'événements, etc. En fait, c'est ça, c'est faire vivre une expérience au client. Plus tu es en capacité à un client qui peut-être vient d'arriver, peut-être vient d'acheter un service ou un produit qui sont proposés ici, donc du coup on le met dans un univers, je vais reprendre le terme expérience parce que je pense qu'il parle de lui-même, mieux ce sera. Alors ça peut être une expérience de dégustation à un moment, ça peut être une expérience d'essayage à un moment, peu importe le domaine, mais en effet, que ce soit sous forme d'événement ou sous forme même d'expérience un peu plus privative, ça peut être relativement intéressant. Maintenant ça peut être aussi très connecté pour fidéliser les clients au digital. C'est-à-dire qu'on peut mettre en avant des expériences comme ça qui ne sont pas nécessairement accessibles à tous, mais en tout cas ponctuellement à certains clients, et faire en sorte de le partager digitalement. Je pense moi à Lena Situation, direct. Vas-y. Non mais c'est vrai, ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Elle fait des pop-up en fait directement, et je trouve que ce qu'elle fait, c'est dingue. Donne un exemple, parce que en gros, moi, je ne suis pas un fan de Lena Situation, je ne la connais pas ou peu, juste de nom. Je pense que les personnes qui regardent, pour certains, ce sera le cas, donc donne un exemple concret. En fait, par exemple, elle va prendre sur un mois, bon après ça dépend, ça peut être aussi quelque chose qui dure 2 jours, c'est pas la question. Elle va prendre un lieu qu'elle va totalement customiser et dans lequel elle va vraiment faire vivre une expérience particulière. Et en plus, ce sera, après elle a ses vlogs d'août, où forcément c'est mis en ligne et ça donne envie et ça fait aussi de la publicité dans ce sens-là. Mais je trouve que c'est génial comme concept et ça crée en fait un événement physique sur la base de quelque chose de digital et en plus qui devient coutumier en fait. Derrière, ça crée vraiment sa propre identité et les gens l'attendent et il y a un engouement autour de ça et c'est génial. Ok, je vois le genre et en fait, ok, je vois. Ça, c'est typiquement en effet les événementiels comme on parlait, parce qu'un pop-up, c'est un événement. Oui, un pop-up où tu fais vivre une expérience. Et du coup, je voulais rebondir sur la partie digitale, parce que finalement, pour fidéliser le client, il va y avoir une notion, alors moi que j'utilise beaucoup plus dans ce qui est du service, mais dans du produit, ça fonctionne aussi, mais d'éducation. Quelqu'un qui est client, c'est pas parce qu'il... Enfin, justement, le but qu'il soit client, c'est qu'il reste client, qu'il revienne, et alors peu importe le produit, mais en tout cas qu'il reste dans l'écosystème de ce qu'on est en train de créer, de notre marque, de notre produit, de notre service, peu importe ce que c'est finalement, et de pouvoir derrière, en l'éduquant, donc en lui apportant du contenu à valeur ajoutée, donc ça peut être du contenu vidéo, ça peut être du contenu sous forme de PDF, ça peut être du contenu, peu importe la forme du contenu finalement, ça peut même être des conférences, peu importe, mais quelque chose qui, lui, va lui apporter de la valeur, qui va continuer à l'éduquer sur ce domaine où la marque en question correspond, et pouvoir donc, en conséquence, apporter d'autant plus de valeur. Et en général, parce que le client voit une certaine expertise dans la marque, dans le produit, dans l'entreprise, peu importe comment on le formule finalement, plus il va se dire « Ok, je suis très content d'avoir... acheter chez eux, mais je suis encore plus content de racheter et de soutenir cette entreprise finalement. » Et je reprends une phrase, moi, qu'on m'avait dit et qui m'avait beaucoup impacté, c'est quand tes clients veulent plus ta réussite que toi-même, alors pas nécessairement que tu la veux pas ta réussite, mais on va dire que tes clients veulent extrêmement te pousser à réussir, eh bien c'est là que tu as gagné. Et en fait, en les éduquant, en leur montrant ton expertise, tu leur permets de croire en toi, en ton produit, ton service, et de faire en sorte qu'ils puissent continuer à venir consommer ce qui est proposé en face. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. On continue du coup avec la suite de la question, donc du coup de Eric, qui disait donc
également comment continuer de fidéliser ses clients, mais spécialement, même si ce n'est plus donc Eric lui-même qui s'occupe d'eux directement. Donc en gros, je relis par rapport aux autres questions. La toute première, c'était comment choisir et maximiser les performances des collaborateurs. Mais donc du coup, dans un scénario où finalement, il doit fidéliser ses clients, et c'est plus lui qui s'en occupe, c'est ses collaborateurs qu'il a recrutés. Pour moi, il faut qu'il ait quelqu'un chargé en événementiel et un community manager. Je pense qu'en fait, avec ça, derrière, tu fais des trucs de ouf. Alors ça, c'est plus le niveau digital, mais je vais prendre plutôt le côté un peu plus classique. Il faut qu'il ait un chargé client. Et les chargés clients, ça c'est souvent B2C, B2B, pardon, quand c'est vraiment entreprise. C'est un client qui n'est pas... Enfin, en gros, c'est une personne qui n'est pas en charge nécessairement d'aller vendre. En fait, c'est pas un sales, finalement. C'est quelqu'un qui va entretenir la relation, répondre aux demandes du client et, je dirais, pouvoir justement consolider le contrat qui est avec ce client et toujours lui apporter des solutions ou apporter, je dirais, une certaine confiance pour qu'il puisse à nouveau recommander auprès du coup du fournisseur ou auprès de la marque. Ces chargés clients-là, ils sont logiquement formés justement pour ça, pour en fait finalement répondre aux besoins du client. Et même si il se retrouve dans une situation de sales, il est en capacité de vendre. Parce que il a la compétence et surtout, il a déjà la relation du client qui est maintenue. Donc, si aujourd'hui, toi, Eric, tu as peut-être un focus qui est plus sur les nouveaux clients, finalement, mais que ces anciens clients, vu que tu les mets entre les mains des collaborateurs, tu as peur qu'ils soient plus maintenus, qu'ils soient plus gardés, qu'ils soient plus choyés, eh bien, il va falloir que tu pousses sur le suivi de tes collaborateurs pour savoir comment est-ce qu'ils s'occupent finalement des clients. Est-ce qu'ils le font bien, qu'ils te fassent un débrief. Et j'imagine que là, déjà, une session par semaine pour débrief les clients de la semaine, où ils vont aller point par chaque client et te dire quelles ont été les problématiques, les opportunités qui sont vues vis-à-vis des clients. En fait, déjà, ça va déceler une bonne partie des problématiques ou non problématiques, mais plutôt vraiment de comment ça avance bien, pour que tu saches si, ok, tel collaborateur est réellement performant. Et sinon, si c'est plus des problématiques qui en ressortent, quelles ont été les actions qui ont été mises en place pour solutionner ces problématiques de la part du collaborateur. Et toi, est-ce que tu es en capacité de lui apporter, en fait, en termes de management, à ce collaborateur pour qu'il soit plus performant sur justement sa relation avec le client. Est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus ? Non, ça va. Et je vais continuer à apporter encore de la valeur sur ce que Eric disait, parce qu'en fait, sa problématique, je relisais la question, c'était aussi, sachant qu'il y a des nouveaux clients constamment et que les collaborateurs semblent ne pas être encore, ou alors peut-être qu'il y a une transition qui est en train de se faire pour Eric, mais être en capacité de maintenir les anciens clients. Donc en fait, c'est toujours les nouveaux clients qui prennent la place des anciens. Donc en fait, il y a un vrai turnover au niveau client et le fait de mettre en place quelque chose sur la fidélisation, c'est un vrai sujet ici. Et bah du coup, il faut vraiment faire un programme fidélité. Justement, je vais y revenir. Et donc du coup, comme ça stagne finalement le développement de l'activité et qu'il y a un turnover qui est important, l'idée c'est de trouver les solutions justement sur ça. Alors, il y a une notion de LTV, donc Lifetime Value donc du client, donc combien de temps le client va rester dans l'écosystème vis-à-vis de l'offre actuelle. Et si l'offre actuelle finalement ne répond pas à une fidélité des clients, quelle offre peut être mise en place pour permettre à ces clients finalement de rester et de continuer à consommer. Je prends l'exemple. On vend, un barbecue. Un barbecue, pourquoi pas un barbecue? Un barbecue. Si tu veux, oui. On vend un barbecue. Et bah tu vends les saucisses aussi. si dans l'offre, vendre un barbecue est finalement la dernière étape souvent d'un parcours client, parce que c'est pas tous les jours qu'il va acheter un barbecue, qu'est-ce qui peut être mis en place? Des accessoires. Alors, des accessoires, déjà, exactement. Une garantie. Une garantie, bien sûr. Donc là, on augmente le panier moyen, évidemment. Ah non, mais une garantie, ça se fait sur le temps. Parce qu'en fait, les gens qui vont prendre une garantie, ils le font sur un temps donné. Donc en fait, c'est du temps que tu gagnes avec ton client quand tu fais ça. Oui, mais finalement, c'est payé direct. Donc en fait, la garantie n'est pas nécessairement repayée ensuite. Par contre, là où je voulais en venir, c'était d'aller sur un produit complémentaire. Un barbecue, tu vends ton barbecue, ok, mais pourquoi tu ne fais pas des cours d'utilisation du barbecue finalement ? Là, en termes d'expérience client, tout le monde ne va pas l'acheter, mais les clients qui vont se prêter au jeu, qui vont venir à des sessions donc, du coup, de barbecue collectif, si je puis dire, ou en tout cas des cours de barbecue, peut-être en famille, peut-être
avec des collaborateurs, peut-être justement entre clients, ils vont aussi échanger et se rencontrer. Ça va permettre une offre qui est totalement différente, mais qui est additionnelle finalement. Et cette offre additionnelle va faire que même si quelqu'un a un barbecue depuis 2 ans, il sera très sûrement très ouvert à venir faire une expérience journée barbecue, formation, avec l'entreprise. Ça me fait penser à côté de Dijon, il faudrait que je retrouve le nom exact. Il y a une chocolaterie et en fait tenue par 2 personnes, par un couple mais passionnant, où à la base elle était partie, alors il faut pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est pas grave, donne le cadre. Elle était partie en Amérique latine, à la base dans le cadre de ses études. Et elle a rencontré l'amour là-bas. Et ils ont une passion tous les deux pour le chocolat. Ils sont venus s'installer dans la région de Dijon pour ouvrir leur magasin. Et en fait, donc eux, ils ont tous leurs produits Mexique. Il me semble que c'est le Mexique. J'espère que je dis pas de bêtises. Et donc, ils ont toute une gamme de produits à base de chocolat du Mexique, etc. Et à côté de ça, ils proposent des offres, par exemple de décoration alors c'est des sucettes en chocolat que tu peux customiser comme tu veux. Donc ça, pour un certain type de public. Et ils ont aussi des cours de cuisine mexicaine où tu fais tout aussi sur place et après tu manges en fait directement. Et ils ont pu étayer comme ça leur offre et je trouve que c'est un super concept. Et ça va bien dans ce que tu disais là où tu as un produit d'appel qui leur tient vraiment à cœur, qui est lié aussi à leur histoire. Et derrière, ils ont étayé leur gamme en faisant venir les gens justement pour des ateliers, en proposant alors à destination plus ou moins, enfin voilà, ça peut être aussi adapté, parce qu'il faut penser à tout type de public. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je suis très d'accord. C'est un exemple qui est très pertinent ici. Chocolaterie, en l'occurrence, tu as certes ton produit de chocolat, mais en fait, tu n'as pas que ça. Tu as tout un univers, un écosystème que tu peux créer autour. Et donc là, Eric, je pense qu'il y a aussi un sujet à réfléchir. Pourquoi est-ce que les clients ne sont pas fidélisés? Peut-être finalement parce qu'il n'y a rien qui leur permet d'être fidélisés. Alors, je ne connais pas ton business model et ce que tu vends et tes offres, mais il y a peut-être ici un sujet, en effet, à trouver qu'est-ce qui créerait, on va dire, du supplément dans ton chiffre d'affaires et donc de la fidélisation vis-à-vis d'une offre supplémentaire. Et je reviens sur les barbecues, mais on parlait d'un atelier barbecue, pour reprendre le terme que tu as utilisé pour le chocolat, que j'aime bien. En fait, finalement, quand tu vas faire un atelier barbecue, tu vas leur apprendre à faire certains types de cuissons, à cuire certains types de viande parfaitement, peut-être des légumes au contraire, donc des choses beaucoup plus larges. Mais en fait, tu vas utiliser des marinades. Tu vas finalement utiliser d'autres accessoires. Donc, dans le cadre d'un barbecue qui a été vendu, le mec qui n'avait pas acheté jusqu'ici d'accessoires, il va en acheter. Et donc là, on commence à aller non seulement sur l'additionnel après expérience de fidélisation, mais double fidélisation et recommande et upsell et j'en passe. Donc là, ça devient réellement intéressant et je pense que dans le cadre du chocolat aussi, ils doivent vivre une expérience de dégustation. Exactement. Voilà, et repartir à nouveau avec. Et le fait que ce soit des personnes en plus, le couple qui tient ça, sont passionnés, mais vraiment sont passionnés et passionnants, parce qu'on sent qu'ils vibrent vraiment par rapport à ce qu'ils ont mis en place, et ils sont vraiment dans le partage. Donc déjà, ils sont aussi, ils délivrent beaucoup d'informations. C'est très enrichissant. Rien qu'une visite en fait de la boutique est déjà très enrichissante, et ça donne aussi envie du coup de participer à des ateliers, d'en voir plus, et en effet aussi d'acheter. Ça, en vrai, indirectement, par l'information, on arrive à la consommation. Et c'est hyper intéressant. Exactement. Donc là, on a donné un exemple, Eric. Pour redonner un cadre à ta question, en fait, finalement, c'est comment trouver des collaborateurs qui sont donc performants, sur lesquels tu vas maximiser les compétences, qui, pour le coup, seront en capacité de prendre ton relais sur des clients que tu auras potentiellement, toi, signés, pour qu'ils soient une vraie valeur ajoutée vis-à-vis des clients sur de la fidélisation et faire en sorte que ces clients restent dans ton écosystème d'entreprise pour continuer à consommer. Donc vraie problématique ici que tu as, vrai challenge. On t'a apporté des réponses sur la fidélisation, sur la partie offre notamment, qui finalement peut-être avoir des offres additionnelles te permet en fait de dégayer ton écosystème dans ton fonctionnement d'entreprise. Et il ne faut pas penser nécessairement qu'une offre, même si une offre c'est bien parce que peut-être qu'aujourd'hui tu sais la vendre et tu en es performant, mais augmenter ta performance va permettre de ramener des nouveaux clients. Mais si tu as toujours ce turnover de clients qui ne restent pas alors que tu les as peut-être eu satisfaits, c'est que tu as vraiment une nécessité d'avoir une offre supplémentaire, leur apporter une valeur ajoutée en plus, pas sur la première offre qui reste ce qu'elle est, puisqu'elle t'a permis d'amener des clients, mais en plus pour étayer encore une fois ton écosystème. Donc, concentre-toi, je pense, sur cet axe-là.
Vérifie aussi, encore une fois, ton management. Vérifie que dans ton management, tu traques, tu récoltes toutes les datas qu'il faut au niveau des performances importantes, performances clés de croissance, pour être sûr que tes employés, tes équipes, tes collaborateurs, c'est peut-être des associés, je ne sais pas, sont des personnes qui remplissent les conditions et les critères pour avoir un maximum de conversion, ou en tout cas de performance, finalement. Et avec tout ça, déjà, je pense que tu as pas mal à faire. Donc, à toi de jouer. Yes. On va passer à la question suivante. Question suivante. Qui est celle de Zach? Zach, ta question, c'est comment fait-on pour être constamment en quête d'opportunités, de croissance, sans s'égarer de ses objectifs? Oui, je commence ou tu commences? Honneur à toi. Ok, ça c'est un vrai challenge. Il y a un dicton, alors non mais je sens que ma mémoire me fait défaut aujourd'hui, C'est pas grave. mais qu'en gros, qui dit qu'il faut avoir un objectif suffisamment grand pour pas le perdre de vue. Parce que c'est vrai que quand on a envie de développer... C'était quoi les termes exacts qu'il a exploités? Alors, la notion, c'est d'être constamment en quête d'opportunités de Ok. croissance, Parce que justement, sans s'égarer. quand on est dans cette dynamique de croissance, de nouvelles opportunités, etc., on se fait facilement happer par tout ce qu'il peut y avoir. On va tout de suite trouver « Ah, mais ça, c'est génial. Ah, mais ça, comment je pourrais l'amener? Ah ouais, mais ça, c'est bien. » Ok. Mais tout ce qui est bien ne nous convient pas forcément. Je veux dire, par exemple, rien que pour le podcast, cas concret, cette déco, elle est magnifique. Il y a des tas d'autres décos qui sont splendides, mais on ne peut pas tout mélanger. Il y a un moment, il faut faire un choix. Et donc, soit tu crées un autre... je vais rester dans la métaphore du studio. Soit tu crées un autre studio avec une autre déco, soit tu te brides à un moment parce qu'en fait, il y a un moment, sinon tu t'égares et ça ne ressemble plus à rien et il n'y a plus d'identité. Un outil qui est génial, et là, on en parlait, c'est tout ce qui est pour faire des... Comment il s'appelle? Pour faire des cartes, des maps. Miro. Ouais, Miro. c'est des mind maps. Et Mind ça, mapping, ouais. et ça, je trouve ça génial parce que ça permet d'avoir une certaine clarté. Et il y a un moment, se dire, ouais, ça, c'est génial. OK. Le but, c'est pas de se dire, ça, je veux le prendre pour moi. C'est comment j'adapte ça à ce que moi, je propose. C'est la question qu'il faut se poser, en fait. J'aime ce process, j'aime l'ouverture que ça amène. Je me retrouve dedans. OK, c'est génial. Mais est-ce que c'est adapté à ce que moi, j'ai? Oui, non. Si c'est non, bon bah on va pas plus loin. Oui, c'est adapté, mais pas sous cette forme-là. Comment je l'adapte pour que ça puisse coller? Parce que en fait, sinon on s'égare, on va dans tous les sens. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait de vouloir me dire ouais, mais ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et il y a un moment, tu peux pas être sur tout ce que t'aimes bien, parce que sinon ça n'a plus de sens. Il faut un moment se dire ok, ma ligne directrice, elle est là. Ce sur quoi je me concentre, c'est comment j'étaye ce que j'ai déjà, plutôt que de chercher à agrémenter avec de nouvelles choses. Non, comment... En fait, faut l'imaginer comme une tige qu'on va faire se ramifier, plutôt que de rajouter différentes fleurs dans ton bouquet. Je vais rebondir aussi, parce que en fait, c'est vrai que la notion d'objectif, elle est importante, surtout quand on veut vraiment faire croître son activité, son entreprise. Et il y a une notion qui est importante, c'est de définir les objectifs qui nous correspondent et qui correspondent à la croissance de l'entreprise qu'on veut finalement. Ces objectifs, peut-être que pour certains, ça va être OK, avoir une entreprise qui est automatisée et qui tourne toute seule, sans moi. Pour d'autres, ça va être OK, atteindre un certain montant de chiffre d'affaires par une croissance sur tel marché. Pour d'autres, ça va être OK, mon objectif, c'est finalement de prendre le marché, par exemple francophone, sous tel temps et donc prendre tant de parts de marché. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, j'ai un objectif de style de vie où je veux, à titre personnel, pouvoir m'impliquer dans mon entreprise, avoir plaisir à m'impliquer dans mon entreprise et en même temps avoir du temps pour moi et mes proches. Voilà, donc il faut déjà définir, je pense, ces objectifs-là qui, une fois définis, permettront en effet de savoir comment être... Ou ne pas être, telle est la question. Pardon. Comment être constamment en quête d'opportunités et de croissance. Parce que si cet objectif, il est défini, il est plus clair, et je crois qu'on va perdre l'INSEE, mais désolée. Si on a réussi à avoir des objectifs qui sont beaucoup plus clairs, on va en sélectionner un. Je vais essayer de me baser, là, ici, Zach, pour le coup, il a lancé une société, des petites pilules qui te développent un peu plus le cerveau. Celle que j'ai commandée. Mais oui.
Et en fait, Zach, pour le coup, il a une offre. Comment t'as dit ça? Non, mais. Oui, c'est très. Alors, je vais essayer de l'expliquer différemment Bah oui, pour que mieux, vous s'il te compreniez plaît, parce que le concept est génial. le produit de Zach. En gros, vous connaissez tous Limitless, le film ou la série, bref. Il prend des petites pilules, hop, ça y est, son cerveau, il a accès à tout. Bah, en fait, avec des produits naturels, aujourd'hui, il y a des produits naturels qui poussent à ça. Alors, pas à la même ampleur, je vous rassure, mais en tout cas, qui permettent le focus, la concentration, la réflexion, de manière beaucoup plus performante et simplement par ces produits naturels. Aujourd'hui, Zach, il a fait une recherche avec des labos notamment francophones, et il en a défini une recette d'un cumul de on va dire, tous ces produits naturels qui permettent on va dire, de débrider plus ou moins notre cerveau. Je dis plus ou moins parce que ça peut être sur de la fatigue, ça peut être sur de l'attention, ça peut être sur donc du coup du focus, ça peut être sur de la performance, ça peut être peu importe le sujet. Il y en a qui vont être plus sujets à des troubles, par exemple d'attention, donc pour qui ça va aider. Il y en a pour d'autres, ça va être plus voilà, de l'hyperactivité, donc qui va leur permettre de se focus. Pour d'autres, ça va être pour lutter contre la fatigue. Bon, ça dépend. Voilà, ça va toucher de manière différente différentes personnes. Et son produit, en fait, il est en train de le lancer depuis quelques mois maintenant. Il commence à très bien marcher sur les réseaux sociaux. Il a eu énormément d'engagement. Il est dans les challenges de gestion de stock et en même temps gestion de croissance. Il a sûrement des opportunités d'acquisition ici et là, mais à mon avis, finalement, c'est OK, est-ce que cette source d'acquisition ou est-ce que cette opportunité de diffusion, de fonctionnement va être pertinente par rapport à ma croissance que je veux? Et je sais que Zach est toujours en quête de croissance constante, personnelle et professionnelle. Et son activité, il veut l'axer sur ça, parce que son combat personnel impacte la croissance de sa société, puisqu'il est l'exemple même de la personne qui consomme son produit aussi. Enfin, voilà. Donc là, Zach, pour moi, dans ton cas, admettons ton objectif. On va prendre un objectif, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton objectif. Donc, je vais prendre l'idée où l'objectif, c'est d'aller prendre le marché francophone. Marché francophone de ce domaine-là, de prendre peut-être 10, 15, 20% de part de marché. Je ne sais pas quelle est la hauteur de ce marché sur ces pilules, on va dire, bien-être, en tout cas déblocage du cerveau et débridage du cerveau, et du fonctionnement, en tout cas de la concentration, etc. Focus, ouais. Focus. Mais, admettons, tu veux prendre 10% de ce marché-là. Tu as aujourd'hui une structure qui est concentrée sur du e-commerce. Donc, à mon avis, tu dois te poser la question si des opportunités peut-être de boutiques physiques sont pertinentes et vont dans le sens de cet objectif-là. En fait, c'est toujours une question de balance, de mon point de vue. Tu peux toujours avoir un objectif qui va être de croissance, mais l'opportunité de croissance que tu as en face de toi, est-ce que le temps investi et le résultat en termes de chiffres sera aussi performant et pertinent sur ton chiffre d'affaires et sur ton, j'allais dire awareness, mais donc sur ta notoriété de marque. Parce que là, tu as vraiment une intention de développement de marque à part entière. Ça s'appelle Pilier Nutrition d'ailleurs. Et cette notion de marque, si la question se pose d'aller sur du physique, bah moi je pense qu'elle est pertinente, mais pas n'importe où. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que maintenant que je sais de quoi il est question, j'ai des idées. Parce que par exemple, dans son cas, il faut aussi penser en termes de cible. La cible, c'est qui à l'heure actuelle? Et peut-être s'axer, étayer soit ses cibles, soit la manière de se rendre accessible pour ces cibles-là. Moi, je pense par exemple aux étudiants. Concrètement, moi, ça c'est typiquement... Alors, je ne dis pas que j'en aurais plus besoin aujourd'hui. La preuve en est qu'aujourd'hui même, je pense que ça m'aurait aidé. La preuve, on digère. mais quand j'étais étudiante, c'est typiquement le genre de complément qui aurait pu m'aider. Comment je peux rendre ça accessible? Donc, tu disais de passer par quelque chose de physique. Alors, peut-être pas forcément, mais moi, j'ai souvenir, en tout cas, sur le campus, quand j'étais étudiante, il y avait, par exemple, des fois des campagnes. Alors, c'était Red Bull à l'époque. Ils débarquaient avec leur gros sac canettes et ils distribuaient des canettes partout. Ça peut être le genre de choses qui peut être mis en place et qui pourrait aider. Alors, bien sûr, pas sur une boîte complète, mais proposer... entre guillemets, des petits... Une pilule pour l'après-midi, quoi. Alors, il faut voir, en termes d'efficacité, si une pilule suffit ou si c'est au niveau métabolique, s'il faut une régularité et qu'il faut l'utiliser en cure. Ça, j'ai pas les détails techniques. Mais, non, dès la première, ça fonctionne. Donc, ça peut être, tu vois, par exemple, en effet, proposer deux pilules pour que la personne puisse tester. Alors... Désolée, l'analogie n'est pas très bonne de dire ça comme ça, mais en gros, la première dose est offerte, quoi. Et en effet, derrière, ça donne aussi envie au consommateur d'aller chercher. Lui, ça lui permet de se faire de la pub parce que du coup, il va pouvoir
montrer, il y aura son nom, il y aura toutes les informations pour pouvoir retrouver son produit. Les gens l'auront testé et ça va peut-être amener aussi une plus grande zone justement pour catcher, pour pouvoir être efficace aussi sur ça. C'est aussi une possibilité de développer. Ouais, après, tu vois, je parlais justement que tu dis ça, je parlais de balance. Finalement, où est-ce qu'il faut mettre l'énergie, où est-ce qu'il ne faut pas la mettre? Est-ce que c'est plus performant ou pertinent à tel endroit ou à un autre? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est son vrai dilemme à Zach, c'est que des opportunités et des façons de faire, à mon avis, il en a plein. Mais la question, c'est est-ce que justement, ça ne va pas, certains, le ralentir sur ses objectifs et d'autres l'accélérer, parce que finalement, tu peux faire 50 000 trucs en vrai partout. Mais la question, c'est lequel sera plus performant. Alors, moi, du coup, si tu as peur de t'égarer vis-à-vis de tes objectifs, Zach, vis-à-vis de toutes les opportunités que tu as devant toi, ou alors, justement, en trouver des nouvelles, c'est toujours de te faire un pseudo-tableau de quel va être l'apport, sous combien de temps, à quelle scalabilité a cet apport-là ou cette opportunité-là. Et à chaque fois que tu vas en trouver, en fait, les mesurer vis-à-vis de cette matrice que tu vas te créer, qui sera la tienne, qui sera propre donc, ton business plan, en fait. Voilà, à son business plan, à ses ambitions, à son objectif personnel et de l'entreprise. Et en fait, plus tu vas trouver quelque chose qui va s'aligner avec ça, mieux ce sera. Je prends un exemple bête, mais je sais qu'un canal de distribution dans une boutique peut être pertinent. Maintenant, est-ce que ce canal de distribution, tu passes par des boutiques qui seront les tiennes? Est-ce que ce canal de distribution, tu passes par des boutiques qui ne seront au contraire pas les tiennes, mais celles des autres, et qui ont un réseau de distribution qui va être impacté très largement? Ou est-ce que tu prends des choses très ciblées, mais donc du coup pas de force, de levier et de scalabilité, puisque c'est peut-être que quelques boutiques qui seront présentes ici et là que tu dois aller à chaque fois négocier. Donc en termes de temps, ça reprend plus de temps pour pas beaucoup de chiffre d'affaires nécessairement, mais il y a un intérêt qui fait développer la marque à une cible très précise. Voilà, la matrice va permettre d'y voir clair. Moi, de mon avis, en tant que e-commerce, demain j'ai la possibilité de distribuer plus largement. Évidemment, la grande distribution sera pertinente et au vu de la cible, attention, mais surtout une grande distribution. Par là, j'entends pas un Leclerc, j'entends un réseau peut-être d'une boutique spécialisée. Je prends, c'est quoi les boutiques là où tu achètes tous les trucs naturels? C'est l'Hérault, mais je sais pas Célero ou similaire en tout cas. Je sais pas si ça existe en France. Je sais pas si ça existe. Bon, nous au Portugal, on a Célero, c'est une boutique où il y a plein de choses bien-être dedans et c'est vraiment une franchise, quoi. Il y en a partout. Eh bien, ce genre de grande distribution est extrêmement pertinente. Elle est à la fois ciblée et à la fois massive. Donc c'est pertinent. Mais la petite boutique du coin, est-ce qu'elle sera pertinente? Bon, il y a le temps d'en reparler. Je pense que l'ambition, elle n'est pas nécessairement uniquement là, mais en avoir 50, là, c'est intéressant. 50 boutiques du coin. Mais ça veut dire une phase de mise en place qui va être assez importante, qui va prendre du temps et de l'énergie. Donc, il y a ça à balancer et à mesurer vis-à-vis de la matrice que tu te définiras pour t'aider à savoir si l'opportunité qui est en face de toi est celle que tu vas découvrir, que tu vas rentrer dans cette matrice, peuvent répondre à ton besoin de croissance, peuvent répondre à la fois à ça, mais aussi à la fois à ton objectif. Donc, les deux doivent être importants et les deux doivent être mesurés finalement avec cette matrice, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense que c'est déjà très complet. Voilà. Zach, à toi de jouer. Je sais que tu en as plein des opportunités et un plaisir de voir que ça croît d'ailleurs. En vrai, je pense que le point principal à faire ressortir, si on doit synthétiser un petit peu, c'est faire un business plan et pour pas perdre son objectif de vue. Non, mais ça, il l'a déjà, ça c'est déjà fait, il l'a déjà lancé, hein, attention, il fait déjà des milliers d'euros. Hein. Oui, non, mais justement, rester. Oui, mais un business plan, tu le fais dans la durée. Évoluer, tu veux dire? Et puis tu as projeté des choses dans le temps, ouais, déjà. Bien sûr. Donc déjà, essayer de coller aux objectifs fixés, c'est déjà bien. Oui, après, justement, c'est plus une notion pour moi de pivot et d'adaptation de ton business plan. Si aujourd'hui, le but, c'était full e-com, tel que tu l'as fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avoir des contenus qui sont viraux, etc., ou même en ads, t'es bien parti et ça prend. C'est plus une gestion de flux trésor. Mais au contraire, vis-à-vis de cette gestion de flux trésor, quelles sont les autres opportunités que tu peux intégrer, en fait, finalement, en termes de croissance, quoi. Donc, ouais. Donc, non, après, tout est possible. Le tout, c'est en fait constamment aussi Moi, mon idée, alors ça, je sais pas si ça se fait autant en Normandie, à Rouen, en France, mais c'est en fait rejoindre des clubs business. Par là, club business, je parle pas du club business avec des assureurs. Je parle du club business de mecs qui ont
des grosses réussites, des clubs business qui sont assez sélectifs, où là, tu rencontres des mecs qui ont une moyenne de chiffre d'affaires à 5-10 millions, et où, en fait, à chaque fois, eux, ils ont rencontré des problématiques, tu vas partager avec eux, ils ont des secteurs différents, et en fait, tu vas trouver des opportunités de croissance que eux ont mis en place qui sont pertinentes. Des mecs qui vont être peut-être que digital, des mecs qui vont pas être digital, justement. Ça aide beaucoup. Moi, je sais que ça a été quelque chose qui m'a permis de remettre en perspective beaucoup de choses sur pas mal des entreprises, d'avoir rencontré des entrepreneurs qui sont aussi... en fait, finalement, des mecs qui font des choses très sympas, très sexy, ou pas d'ailleurs, des trucs pas sexy, mais où ils font des très très beaux résultats et où, pour le coup, ça apporte beaucoup de valeur en réflexion, quoi. C'est le mot sexy qui t'a gêné. Oui. Je sais pourquoi. Donc voilà, Zach, encore une fois, à toi de jouer et ça a été un plaisir de pouvoir t'apporter my few cents sur ce que tu partages. On va reprendre une autre question maintenant. Dernière question, celle-ci est sur TikTok. Elle a été posée par... Je vais reprendre la question. Alors, c'est pas un nom de personne, c'est un pseudo, je pense, créatif, artiste. Il s'appelle Akartis. Akartis est étudiant et il posait la question, quand on est étudiant et que, notamment, on a une alternance à chercher, comment est-ce qu'on peut, on va dire, balancer la création de valeur via le business, via l'entrepreneuriat, et le côté étudiant. Et moi, j'ai été dans le cas. Et à Curtis, je vais te faire un retour très basé sur mon expérience. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et quand je me suis retrouvé à devoir chercher une alternance, j'étais tellement dans l'entrepreneuriat, et bousillé aussi de l'entrepreneuriat, j'étais convaincu que ça y est, j'allais réussir direct, que j'ai mis au détriment cette recherche d'alternance pour mon business. Finalité, ce business-là n'a pas plus que ça marché. Je ne suis pas revenu dans mes frais. Globalement, ça m'a coûté plus que ce que j'ai gagné de mémoire. Non, je crois que j'ai gagné de l'argent. En fait. Et je n'ai pas trouvé d'alternance. Donc, je me suis retrouvé avec un business qui finalement ne tournait pas, une alternance qui n'avait pas été trouvée. Toi, j'ai vu, là, je viens de regarder à l'instant, tu es monteur vidéo apparemment. Tu es dans un marché où il y a énormément de demandes, donc ça déjà, c'est pas mal. Ouais, carrément. En plus, c'est de la presta. Donc, du coup, toi, ça ne te coûte rien, c'est juste du temps de travail. Objectivement, je pense que tu dois balancer les deux. En fait, là aujourd'hui, c'est comment faire. Alors, ta question comment faire passe par, ok, tu sais que tu dois le faire, donc c'est déjà pas mal. Mais continue à prendre des contrats que tu vas travailler le soir et le week-end. Et ta journée, tu te concentres sur les études. Si finalement tu cherches une alternance, fais en sorte que ta recherche d'alternance, elle te prenne 1 heure ou 2 par jour. Et le reste, tu le mets sur tes vidéos. Si demain, tu es surchargé en vidéo, que tu as énormément de demandes, bon, c'est déjà bon signe. Et c'est que peut-être il y a une transition qui est intéressante à faire un jour, mais finalise au moins ton diplôme et ton année. Ça te permettra déjà de mesurer les deux. Moi, au contraire, je n'ai pas fini mon diplôme. Est-ce que ça m'a... Est-ce que ça m'a été négatif? Non, finalement, parce que je touche à tout, parce que je me suis intéressé à plein de choses. J'ai vu que j'avais beaucoup plus à apprendre sur Internet. Aujourd'hui, je pense que si tu es monteur, tu as trouvé les formations sur Internet et tu es devenu monteur grâce à Internet. Donc, est-ce que ta formation, du coup, répond à ça? Est-ce que ta formation, elle est dédiée au montage, ou est-ce que c'est une formation où tu cherches une alternance qui est totalement en dehors de ça, mais tes parents incitent que tu continues, et c'est OK, et c'est peut-être bien de le faire, parce qu'à minima, tu as un diplôme. Parce qu'il y a toujours un truc à penser, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es étudiant, tu te dis peut-être, mon activité entrepreneuriale, j'ai envie de la continuer, uniquement ça, mais admettons, ça ne marche pas, ou même pas ça ne marche pas, parce que je pense que ça marcherait, mais ça ne te plaît pas. Parce que ça, il faut le prendre en compte, finalement. Ton activité ne te plaît pas. Tu vas te retrouver sans rien. Et donc, le fait d'avoir validé un diplôme, te permet à minima, dans un domaine qui peut-être là pour le coup tu as sélectionné et que tu apprécies quand même si c'est pas le truc de tes rêves, va te permettre dans un second temps, si ton activité entrepreneuriale te plaît plus ou ne te correspond pas, de te rabattre sur un travail salarié classique sur lequel tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas commencer d'autres projets et tu vas pouvoir réinvestir sur tes nouveaux projets. Donc comment gérer les deux? C'est plus toi y voir beaucoup plus de clair dans ta tête sur ce que tu veux, ton intention, tes objectifs, et voir qu'est-ce que tu aimes finalement. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est ce que je souhaitais. En fait, il y a aussi des adaptations qui peuvent être faites au niveau... alors, je ne sais pas dans quel est son cursus scolaire, mais il y a des adaptations qui peuvent être faites. Moi, je sais que, par exemple, j'avais demandé, on appelle ça un contrat pédagogique, quand tu peux demander un statut d'étudiant salarié, par exemple, où tu peux avoir une adaptation de ton emploi du temps. Moi, j'étais boursière, donc c'était important pour moi de pouvoir...
j'avais une obligation de régularité vis-à-vis de mes cours. Je ne pouvais pas juste m'absenter et me dire ça n'aura pas d'incidence, puisque ça en a, donc il faut un cadre. Mais il y a des adaptations à trouver. Si tu vas voir, l'administration et que tu demandes une adaptation de ton emploi du temps, par exemple, c'est totalement possible de pouvoir te libérer 1 ou 2 jours par semaine. Je crois qu'il y a un nombre d'heures minimum pour pouvoir avoir le statut d'étudiant salarié. Et je crois qu'il y en a un aussi maximal pour avoir quand même le temps à allouer à tes études. Donc il faut regarder la structure, mais ça peut valoir le coup. Là, dans son cas, c'est entrepreneur, mais il y a aussi un statut. Étudiant-entrepreneur, voilà, juste pour l'aparté. Oui, bien sûr. Quand je dis... parce que le nom, je crois que c'est étudiant salarié, mais ça couvre... c'est très vaste. En effet, c'est pas que du salariat traditionnel. Et ça peut être intéressant de voir ça directement en fait, avec son administration scolaire pour trouver un arrangement qui lui permette de concilier les deux. Et ce sera une charge mentale en moins. De même, sur son alternance, alors moi, j'ai pas eu le cas personnellement, donc je pourrais pas trop développer sur ça, mais il y a peut-être des arrangements à avoir au niveau réellement de l'administration pour cadrer les choses et que ça ne le mette pas en porte-à-faux ni de l'un ni de l'autre. Donc il y a des solutions, il y a des contrats pédagogiques qui peuvent être mis en place, il y a des validations qui peuvent être discutées, au même titre que ça peut être intéressant parfois quand il y a des impératifs avec des travaux scolaires à rendre, des choses comme ça, de demander de communiquer en fait avec directement l'enseignant pour expliquer la situation, pour voir avec lui si c'est possible de s'arranger. Par exemple, s'il y a peut-être au niveau des modalités, des adaptations qui peuvent être acceptées, des choses comme ça qui peuvent être potentiellement envisagées. Est-ce que c'est possible, par exemple, si c'est sur un délai, ou est-ce que c'est possible de reporter, d'aller peut-être dans un autre groupe classe, un autre groupe d'études ou autre? Il y a peut-être des adaptations à trouver et je pense que ça peut être très intéressant de communiquer directement avec l'administration qui généralement se montre assez ouvert et assez conciliante. En vrai... Oui, après, voilà, si tu fais une alternance, j'imagine c'est aussi tu veux la sécurité des salaires que ça t'apporte. Profites-en en vrai, objectivement. Une entreprise qui te paye alors que tu es étudiant et en même temps toi tu fais ton business à côté, bah, tu vas gagner 2 fois plus. Même si c'est beaucoup d'heures et même si c'est intense, en vrai fais-le, tu regretteras pas de l'avoir fait. Surtout en tant que monteur, je pense que si c'est quelque chose que tu aimes et que tu apprécies, tu verras très vite, c'est un métier qui est hyper agréable. Des fois c'est juste des clients chiants, bon ça arrive. Mais c'est un métier où de toute façon tu auras une demande avec la demande croissante entre les podcasts, entre les reels, entre les shorts, entre tous les contenus vidéo qui sont demandés par de plus en plus d'entrepreneurs et qui cherchent toujours des compétences professionnelles pertinentes et vives. Alors, quand je veux dire vives, je veux dire quoi par là? Des mecs qui connectent vite et qui sont en capacité de vraiment apporter du contenu qualitatif pour l'entrepreneur en question qu'on a besoin. Donc ouais, c'est un vrai métier pertinent et d'avenir. Donc si c'est aujourd'hui ce que tu aimes, tant mieux. L'alternance, si elle est dans ce domaine-là, tant mieux. Si l'alternance n'est pas dans ce domaine-là, pose-toi la question, est-ce que c'est pertinent ou pas? Mais regarde d'abord, avant tout, ce qui te plaît, ce que tu aimes. Si tes études, ça te plaît, tu les aimes, en fait, finalement, l'adaptation dans l'agenda se fera. Yes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Eh bien, on est bon. On est bon. En tout cas, Acartis, ça a été un plaisir de recevoir ta question. Parlant de ça, tu disais si on cherchait un monteur. Alors non, on en a. C'est très gentil de ta part. On a des monteurs. Mais en tout cas, merci pour ta question. Bon courage pour ton alternance. Et ça a été un plaisir de pouvoir y répondre. Lindsay? Ciao, ciao. Voilà, on a fini. Merci à tous. On se retrouve dans un prochain épisode. Et on se dit à très bientôt. Ciao.